Lévy est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous parce que dimanche à 21h sera programmé sur France Télévisions Notre guerre. C'est le 4e film que vous consacrez d'ailleurs à l'Ukraine. Et on va en parler bien sûr assez longuement avec vous. Mais Notre guerre. Je trouve que ce titre, déjà, il est intéressant. Parce qu'il y a des gens qui disent c'est pas du tout notre guerre, précisément. Donc vous allez nous en répondre à cette première question dans une seconde. Mais Somaya Labidi nous rappelle les titres. 2 morts et 17 blessés, dont un grave après le passage de violents orages sur l'Hexagone hier. 2500 interventions de pompiers et près de 100 000 foyers toujours privés d'électricité, principalement dans la partie centrale du pays. Elisabeth Borne rassure les collégiens ce matin qui n'ont pas pu passer leur brevet à cause des dégâts dus aux intempéries. La ministre de l'Éducation en déplacement dans un établissement du 8e arrondissement de Paris assure qu'ils ne seront pas pénalisés. Près de 866 000 d'entre eux planchent actuellement sur cette épreuve symboliquement importante, mais dont l'obtention n'est toutefois pas nécessaire pour le passage en seconde. Et puis la proposition de loi sur l'interdiction de mariage des personnes en situation irrégulière arrive à l'Assemblée. Un texte porté par l'Union des droites pour la République, le parti d'Éric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes, qui peut d'ores et déjà compter sur les voix de la droite, espère pouvoir convaincre le camp présidentiel autour de cette proposition. Merci Somaya. Notre guerre, j'ai eu la chance de voir ce film. C'est un film extrêmement intéressant, très intelligent, avec des moments forts, notamment lorsque vous êtes avec Zelensky. C'est un film, j'ai envie de dire, de journaliste, un film de témoignage, mais avec une sensibilité qui est la vôtre, un regard qui est le vôtre, et qui, effectivement, est souvent émouvant, poignant. Et on en parlait avec Laurence Ferrari, qui a vu également le film et qui l'a trouvé absolument formidable. Mais notre guerre, j'entends des gens qui disent « mais c'est pas du tout notre guerre ». Donc déjà au cœur du titre, il y a une interrogation. Mais c'est à ces gens que je m'adresse, que s'adresse le film, aux gens qui ne comprennent pas qu'en effet, ce qui se joue en Ukraine, c'est pour l'économie européenne, pour les valeurs européennes, pour le futur de nos enfants, est absolument essentiel. Voilà, c'est ce que disent les soldats ukrainiens. C'est ce qu'on ressent quand on est sur le terrain. Et peut-être plus important, c'est ce que disent les Russes. Il faut juste écouter, comme toujours, vous savez ce que disent les dictateurs. Il fallait écouter ce que disaient les ayatollahs en Iran, il fallait écouter ce que disait Bachar al-Assad, il fallait écouter ce que disait Hitler. Aujourd'hui, Poutine dit quoi ? Il dit « Mon objectif, c'est l'Europe. Mon objectif, c'est de démembrer cette création artificielle, cette culture décadente, ces pays à l'agonie que sont les pays européens. » Moi, je suis un Européen fier d'être Européen, je suis un Occidental fier d'être Occidental. Donc, je pense que les Ukrainiens me défendent, mènent une guerre de résistance. Et vous pensez qu'il y a un danger, par exemple ? Vous pensez que les Russes peuvent venir à Paris demain matin ? Que Poutine, pardonnez-moi, peut venir à Paris demain matin ? Et il ne va pas venir à Paris demain matin. Mais en revanche, si les Ukrainiens ne faisaient pas rempart de leur corps, de leur âme, de leur sang, je pense en effet que la Russie de Poutine ferait ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle avancerait. Alors avant Paris, vous avez les pays baltes, vous avez la Pologne. Je n'ai pas envie, moi, d'une crise majeure contre un pays de l'OTAN qui déclencherait pour le coup une apocalypse. Vous savez ce que c'est que l'OTAN, vous savez ce que c'est que l'article 5, vous savez comment ça fonctionne. Imaginez une seconde la situation. Donc, si les Russes n'avancent pas en Europe, c'est parce que ils ont face à eux ce rempart humain, ces hommes et ces femmes d'une bravoure incroyable, oui, c'est ça qui nous défendent. Je trouve que c'est ça qui est très fort dans votre film. Au-delà de l'aspect géopolitique, c'est les témoignages, c'est les jeunes femmes que vous rencontrez, une femme qui a perdu son mari, une autre qui est handicapée. Et ce peuple ukrainien dont vous parlez, qui depuis 2014, depuis la Crimée, ce peuple qui se tient debout et à qui vous rendez hommage, et vous êtes allé dans des villes martyrs, dans le Donbass régulièrement, et ce rapport-là. Et lorsque je vois vos films, on avait déjà eu d'ailleurs cette conversation ensemble, on se dit pourquoi, qu'est-ce qui vous motive à aller témoigner de cette réalité, d'aller sur le terrain, de vous mettre d'ailleurs parfois en danger, parce que quand on voit là où vous êtes, de temps en temps, ça bastonne, ça tape fort. Mais vous avez ce souci, cette volonté de témoigner de cette réalité. D'abord, ce qu'on vient de se dire, contrairement à d'autres, je pense en effet que c'est notre guerre et que ça nous concerne.
Et deuxièmement, que vous dire, j'aime la grandeur, j'aime les grands peuples, j'aime les femmes et les hommes qui se tiennent bien face à la tragédie, face au grand malheur. Et les Ukrainiens sont magnifiques. Ils sont magnifiques d'héroïsme. J'aime les héros. Moi, vous savez, j'ai été élevé dans une famille où on m'a appris que la plus noble confrérie du monde, c'était les Compagnons de la Libération et plus généralement les Français libres et l'armée d'Afrique, dont mon père a été l'un des héros. J'ai été élevé dans cette idée-là. Voilà, qu'il y a des moments où il est beau que des hommes se hissent, soient un peu plus grands qu'eux-mêmes, voilà, se hissent un peu au-dessus d'eux-mêmes. Et c'est ce que, depuis 2014, je vois en Ukraine, ce tout petit pays, face à cette immense Russie, qui veut le néantiser, qui veut le détruire, le petit. Le grand veut détruire le petit. Et qui font front. Pardon, mais je trouve ça admirable. Oui, mais ils sont quoi? Pardon? Ils sont quoi? Ils sont patriotes. Et le patriotisme de temps en temps, ou le nationalisme, parce qu'il y a... Pareil. Ah, on dit c'est pas pareil. Bon, oui, Romain Gary dit c'est pas pareil. D'accord, on est d'accord, tout ça. Mais bon, il y a quand même des petites passerelles. Gary, c'est pas n'importe qui. Oui. Grand écrivain. Mais... Et la phrase, honnêtement, elle est assez définitive. Le patriotisme, c'est l'amour des siens, et le nationalisme, c'est la détestation des autres. C'est une formule. Ben, c'est une formule, oui, c'est une formule. Qui ramasse assez bien la vérité. Et je peux vous dire, alors, en Ukraine en tout cas, ils sont patriotes, ça veut dire qu'ils aiment les leurs, ils défendent leur terre, ils défendent leur famille, et ils défendent leur continent. C'est-à-dire qu'ils défendent Pascal Praud, ils défendent Philippe Bilger, ils défendent les Européens. Et ils ont vraiment... Et là, c'est pas une formule, ils le vivent dans leur chair. Et ils détestent personne. Il n'y a pas de détestation. Mais ceux qui, en France, veulent défendre parfois leur identité, leur culture, leurs valeurs... Je ne vais pas me ramener à ça. Ah ben, je ne vais pas vous ramener à ça. Pourquoi je ne vous ramènerai pas à ça? Moi, je vous ramène à ça, au contraire. Ça dépend comment on l'a dit. Mais attendez, c'est marrant votre réponse. Mais là, je vous ramène précisément à ça parce qu'on est au cœur de ça aujourd'hui. Non, parce qu'on est Oui. On est au cœur, la société française, elle est au cœur de ça. Donc on est au cœur d'une guerre mondiale. Regardez ce qui se passe en Iran. Regardez ce qui se passe, regardez la manière dont autres pays remparent. J'entends, on en parlera tout à l'heure, vous trouvez que les guerres sont jumelles d'ailleurs. Moi, je vous renvoie à ça parce que j'entends, effectivement, Bernard-Henri Lévy, il est bien gentil, il va défendre l'Ukraine aux Ukrainiens à 3000 km de Paris, mais en France, ceux qui sont parfois attachés à cette culture, racine chrétienne, à un rapport au monde, rapport aux femmes, etc. Là-dessus, il n'est pas aussi offensif. Je vais le dire comme ça. Mais mon cher, je vais défendre en Ukraine une certaine idée de la France, comme dit l'autre. Vous savez, ils le savent, je suis un écrivain français, fier d'être français. Oui, mais il faut le défendre aussi en France, parfois, une certaine idée de la France. Oui, mais comme je pense aussi que la France est vraiment grande quand elle a du souffle, quand elle a de l'ampleur, quand elle est grande aussi pour d'autres qu'elle-même, eh bien, en effet, j'aime bien défendre les couleurs de la France. Autrefois, face à Daesh, quand je filmais la libération de Mossoul, autrefois à Sarajevo face aux Serbes, et aujourd'hui, face aux anti-français, aux anti-européens russes, aux côtés des Ukrainiens. Je défends la France. Ça m'empêche pas de la défendre par ce que j'ai de plus cher, qui est notre langue. Notre guerre. Notre guerre après l'Ukraine au cœur. J'ai le dit après également Slava Ukraini. Pourquoi c'est le 4e film. Un journal de bord que je continue. Voilà. Exactement. Alors, je voulais vous faire écouter quand même, réagir sur l'actualité, forcément. Et vous dites d'ailleurs, Iran-Israël, c'est guerre jumelle. C'est la même chose au fond. Vous faites un parallèle d'ailleurs, je trouve, entre l'Iran et comment dire, entre Poutine et l'ayatollah ou le régime des mollahs. À choisir, je préfère vivre à Moscou qu'à Téhéran quand même, si j'ai le choix. Je vous déconseille l'un et l'autre. Mais je suis bien d'accord avec vous. Mais dans la hiérarchie de l'horreur, il me semble que Poutine n'est pas... Il faut toujours prendre des exemples concrets. Il y a dans mon film un témoignage qui ne vous a pas échappé,
qui est assez glaçant, c'est le témoignage du président Zelensky, à la fin du film, qui me parle du scandale des enfants ukrainiens volés. Oui, tout à fait. D'accord ? Il révèle cela, qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'enfants ukrainiens que les Russes volent, ramènent en Russie, mettent dans des maisons de redressement ou dans des camps de rééducation, leur donnent des nouveaux passeports, leur changent d'identité, et quand ils sont bien, quand le cerveau a été lavé, les envoient au front combattre leur propre pays. D'accord ? Ils en font des enfants soldats. Ça, moi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle les enfants soldats de Daesh qu'on appelait là-bas les lionceaux du califat. Et ça, c'était le style. Alors, c'était pas les Iraniens, c'était les sunnites. Mais enfin, c'était l'islamisme radical. Voilà un exemple où, honnêtement, la parenté, disons, entre les deux systèmes me paraît aveuglante, aussi aveuglante que leurs alliances, leurs partenariats stratégiques, leurs déclarations d'amitié éternelle, qui ne les arrêtent là, et qui fait que, honnêtement, je préfère, moi, vivre en France, défendre la France et défendre l'Europe qu'avoir à choisir un jour entre être iranien ou russe. J'entends ce que vous dites. Bon, vous avez écouté Trump hier après-midi ? Oui. Vous l'avez écouté pendant les 3 quarts d'heure ? Ou pas, vous faisiez peut-être autre chose ? Oui, bon, je n'ai pas écouté les 3 quarts d'heure. Bon, il y avait une sorte de show hier qui est tout à fait saisissant. La manière indigne dont il a traité les journalistes qui étaient face à lui. C'est à ça que vous faites allusion. Oui. Vous dites indigne, mais en même temps, et c'est ça, je le disais hier soir, comment dire, il porte, moi c'est comme ça que je l'ai analysé, la voix de son électorat qu'en a marre que des élites que vous représentez, que je représente, hein, bien sûr, les journalistes, les écrivains, etc., leur disent comment penser au fond. Voilà. Et une des raisons, sans doute, de la victoire de Trump, c'est qu'il est rentré précisément dans la moulure de ce qu'on appelle l'intelligentsia, l'élite, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a manière et manière de faire les choses. On n'est pas obligé de dire cela avec vulgarité. C'est-à-dire, il y a quelques-unes des... Oui. Voilà. Donc, un débat sur le sujet que vous dites, sur les deux pouvoirs, le pouvoir de la presse et le pouvoir politique, ça c'est légitime. Dire que la presse a peut-être un pouvoir exorbitant, on peut, c'est pas mon opinion, mais on peut. Mais il n'est pas exorbitant, mais pas de la manière. Mais les peuples ont le sentiment de ne pas être écoutés. Ils ont le sentiment de ne pas être écoutés, Henri Lévy. Moi, hier, on a parlé de quoi hier ? On a parlé de l'écologie, on a parlé de l'électricité, on a parlé de la voiture électrique. Ils ne sont pas entendus. Les gens, ils veulent pas de voiture électrique. Et on leur impose une voiture électrique. C'est un détail. En quoi est-ce qu'humilier les journalistes donne le sentiment au peuple qu'il est écouté ? Parce que justement, ce peuple, il est content d'avoir, on peut l'analyser comme ça, une sorte de porte-parole qui, effectivement, dit ce que les types de son fauteuil auraient envie de dire, avec vulgarité, comme vous dites. Alors, écoutez cet échange, quand même, moi, qui m'a amusé, c'est avec Mark Rutte, qui est donc le spécialiste, pas le spécialiste d'ailleurs, qui est le secrétaire général de l'OTAN. Mais lui-même, dans le rapport, vous savez, la communication verbale, non verbale plutôt, elle existe, le rapport comportemental. Et vous voyez Mark Rutte qui est comme un enfant en train de rire devant Trump. Et il y a quelque chose de saisissant que je vous propose de voir dans cet extrait. Il l'appelle Daddy. Ils ne vont pas se battre entre eux. Ils en ont fini. Ils se sont disputés violemment comme 2 enfants dans une cour de récréation. Vous savez, ils se battent comme des fous. Vous ne pouvez pas les arrêter. Laissez-les se battre environ 2-3 minutes. Puis c'est plus facile de les arrêter. Alors, Daddy doit parfois hausser le ton pour les faire arrêter. Il faut utiliser un langage fort. Tout le monde a vu qu'il fallait utiliser un certain mot. Vous voyez, donc il parle évidemment de l'Iran, de la guerre Iran-Israël. Et Mark Rutte dit Daddy. Il dit vous êtes Daddy. Mais vous, ça vous choque pas qu'ils disent des Israéliens et des Iraniens que c'est comme des enfants qui se disent. Mais évidemment que ça me choque. C'est même pas que ça me choque, c'est grotesque. Ah mais c'est plus que grotesque. Oui, c'est extrêmement dangereux, franchement. Et voir Donald. Mais vous lui avez dit merci. Hein non, au début. Vous lui avez dit merci. Je lui ai dit merci lorsque il a frappé la centrale nucléaire de Fordo. Oui. Je ne lui ai pas dit merci quand il a dit « Allez, maintenant c'est terminé, je siffle la fin de la récré ». La guerre, c'est pas la récré. La guerre, c'est pas une... Mais alors, à votre avis, comment dire, il dit tout ça... Je le vois renvoyer dos à dos... Non, attendez, quand je le vois renvoyer dos à dos les Israéliens et les Iraniens, je lui dis pas merci. Bon, alors, ce que je viens d'entendre là est dégueulasse. Mais j'entends bien, mais pardonnez-moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il le dit. 2 solutions. Il est complètement stupide. Non, il le pense. Bon. Il le pense. Oui, mais s'il le pense, il pense des choses stupides. Ou alors, il y a une stratégie derrière. Oui. C'est quoi l'analyse ? Si on cherche à décrypter
le Trump. C'est quoi le Trumpisme? Mais vous en avez pas marre face à des enjeux comme celui-là, face à une guerre existentielle comme celle que mène Israël? Est-ce que vous avez vraiment envie d'entrer dans la stratégie de Trump? J'ai envie de comprendre. Oui, moi j'ai envie de comprendre, mais j'ai surtout envie de soutenir les Israéliens face à l'affront qu'ils viennent d'essuyer là. Quand on leur dit qu'ils sont comme des garnements qui se battent contre un autre garnement, alors qu'ils défendent, alors là encore, leur pays, encore plus petit que l'Ukraine, leur démocratie exemplaire, face à un Iran qui est l'absolu du totalitarisme aujourd'hui et qu'on les traite comme des enfants qu'on va séparer, c'est offensant. Voilà. Oui. Moi, c'est ça la réaction que j'ai. C'est ça que j'ai envie de dire. J'entends, alors que Trump flatte son électorat, qu'il aille dans le sens de la partie isolationniste du Parti républicain, c'est possible, bien sûr. Eh bien, c'est navrant. Pour l'Amérique que j'aime et pour les républicains que je connais, moi je suis assez vieux pour avoir connu l'époque Ronald Reagan, l'époque John McCain, qui étaient des républicains comme Trump, oui. mais qui avaient eux aussi le sens de la vraie grandeur de l'Amérique. J'entends ce que vous dites, mais vous ne prenez pas en compte pourquoi Trump est élu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous ne prenez pas en compte que Trump, c'est une réponse à ce que les autres n'ont pas fait. Et c'est ce qui arrivera peut-être aussi en France. C'est qu'à force de ne pas écouter les peuples, tu finis avec Trump. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre. Bien sûr que je veux l'entendre. Oui, mais non. Mais regardez Emmanuel Macron. Est-ce que vous suivez? Vous êtes ami avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous suivez ce qui se passe à New York en ce moment? Vous avez un maire d'extrême gauche, un militant d'extrême gauche, pro-palestinien, qui le 8 octobre... a soutenu le Hamas et a condamné Israël. D'accord? Il s'appelle Mamdani. Il va sans doute être élu maire de New York. Lui aussi, c'est parce on n'a pas voulu entendre ce que disait le peuple de New York. Le vrai sujet, c'est que quand vous avez des hommes comme celui-là, ce futur maire de New York, anti-israélien, pro-palestinien, qui pense qu'il faut globaliser l'intifada. C'est son programme pour New York. Et quand vous avez Donald Trump qui renvoie dos à dos les ayatollahs et Benjamin Netanyahou, il y a un moment quand même... On peut s'inquiéter. Oui, il faut un peu plus... Moi, je suis un peu plus qu'inquiet. Je suis révolté. Et je ne me contente pas de l'idée que c'est parce qu'on n'a pas été assez à l'écoute des peuples. Il faut écouter les peuples, il faut aussi leur expliquer. Et un grand président américain aurait expliqué au contraire ce que nous disons en ce moment, c'est-à-dire la différence de nature qui sépare Israël et l'Iran ou l'Ukraine et la Russie. Bon. Et il l'a fait, Donald Trump? Il l'a fait, pardonnez-moi, Emmanuel Macron, ça? Il ne l'a pas fait sur Israël suffisamment. Et il l'a fait sur il l'a fait sur l'Ukraine. Et pourquoi? Pourquoi la grille de lecture est différente alors que la guerre est jumelle? Mais parce que les hommes sont ce qu'ils sont, ils sont faillibles. Il y a des moments où ils ont raison, des moments où ils se trompent. Je pense. Est-ce qu'il y a des raisons franco-françaises? Est-ce qu'en clair il y a des Français à qui on parle lorsqu'on parle de ce qui se passe en Israël? C'est possible. Et pas forcément des Français juifs. Il y a aussi d'autres... C'est possible, mais je vais vous dire... C'est possible ou c'est certain? J'en sais un peu plus, peut-être, sur ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un président français que dans la tête d'un président américain. Je ne crois pas que ça soit ça l'essentiel. Je ne crois pas que ça soit ça qui joue véritablement. Alors pourquoi? Pourquoi il a une grille de lecture différente? Pourquoi il ne dit pas la même chose alors que... Parce qu'il y a une longue tradition française, tradition du Quai d'Orsay, tradition de la politique étrangère, la politique arabe de la France, tradition qui vient à la fois de l'extrême gauche et de l'extrême droite, et un peu du gaullisme pro-arabe. C'est ça, on a ça depuis, je sais pas, Philippe Berthelot, depuis cette politique arabe de la France, elle est très très ancienne et elle dépend pas de telle ou telle conjoncture électorale. En revanche, Macron, dans l'autre guerre qui, moi en tout cas, me semble nous concerner de très près, c'est-à-dire la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il a les bons réflexes et il est le visage du monde libre, contrairement à Trump. Je voulais vous faire écouter Trump avec des journalistes, parce que c'est aussi intéressant ce qu'il dit. Le New York Times, le CNN, vous connaissez bien le New York Times, qui quand même aujourd'hui, le New York Times, c'est comme Le Monde, c'est la même ligne éditoriale. Elle est contestable. Bon.
Donc effectivement, vous avez un président qui là aussi rentre dans la moulure et Il est contestable. C'est Oui. différent. Rentrer dans la moulure, c'est pas contestable. il est un peu agacé. Et ils ont le sentiment. Je vous assure, je fais juste une parenthèse. Je vois comment le monde parle de ces news. Comment le monde a rendu compte de ce qui s'est passé mardi dans la soirée où Jordan Bardella, Sommet des libertés. de Sommet des libertés. J'ai lu. Oui. Je vous assure, ce sont des confrères, mais manifestement, il y a un prisme. Il y a un prisme. Il y a un prisme. Écoutez, Il y a un prisme. c'est pas. Vous découvrez quand même pas que dans un pays Non, démocratique, mais ça les sera grands des- journaux ont un prisme. Oui, mais On j'ai peut être l'impression- d'accord avec le prisme ou pas. Ça- J'ai l'impression que ça sera. Il m'arrive de lire des éditoriaux dans Le Monde Oui. sur la guerre Oui. israélo. Ah bah, j'imagine que ça doit pas vous plaire. Qui me choque, naturellement. En fait, il m'arrive de lire. il y a une couleur pro-palestinienne dans le monde, oui ou non? Il y a souvent une couleur Pourquoi pro-palestinienne. vous dites souvent, toujours mais non, ça dépend. Il y a, heureusement pas systématiquement. Ah bon? Non. Et l'AFP? L'AFP, je suis pas abonné au fil de l'AFP, contrairement à vous qui en avez la chance, donc je n'ai pas les dépêches de l'AFP en continu. Mais qu'il y a un prisme, c'est évident. On discute, on ouvre le débat, on conteste, on rentre pas dans la moulure, pour reprendre votre mot. Hier, par exemple, Dominique de Villepin était interrogé. Et il y a tapis rouge en ce moment de Dominique de Villepin. On connaît ses positions. Tapis rouge à France Inter. Tapis rouge quotidien. Bon, l'émission de Yann Barthès. C'est des émissions quand même qui font, qui font l'opinion. Hein, qui sont des indicateurs. Ça vous interpelle? Ça vous intéresse? Mais ça n'existait pas de la même manière il y a 20 ans. Ça me choque. Oui. Moi, je pense que ce qui se passe autour de Dominique de Villepin aujourd'hui est très inquiétant. Parler de la France, alors ça, c'est vraiment inquiétant pour la France. Cette espèce de ralliement de l'extrême gauche et de l'extrême droite ou de la droite ultra à Dominique de Villepin, pour une raison. C'est parce qu'il tape sur Israël du jour au lendemain. C'est ça son principal argument de campagne. Comme Jean-Luc Mélenchon. Il y a là quelque chose, bien sûr, qui m'inquiète sur la santé démocratique de notre pays. Mais les médias. Les médias, ils sont le reflet de ça. Et puis, ils l'encouragent aussi, naturellement. On ne sait jamais quelle est la part dans les médias de la façon dont ils reflètent une réalité et de la façon dont ils la créent. Mais bien sûr que c'est... Mais ça, on a le droit d'être révolté, on a le droit de s'insurger, on a le droit d'écrire des articles combatifs. On a le droit de remarquer que Monsieur de Villepin est reçu avec tapis rouge, c'est tout. Oui. Tapis rouge. Oui, D'ailleurs, vous avez refusé d'avoir un échange avec lui. Je crois qu'il y avait possibilité de faire un débat. Vous voulez pas débattre avec lui? Je ne souhaite pas débattre avec lui, non, parce que je pense que les sujets qu'il aborde, et notamment le sujet que nous venons d'évoquer, est trop grave, trop explosif. Les propos qu'il tient sont trop irresponsables pour que je souhaite remettre une allumette dans l'incendie que parfois il provoque, l'incendie des âmes, l'incendie des esprits. Et je pense que Villepin, qui a été un homme d'État, il lui arrive de se conduire en incendiaire des esprits lorsqu'il aborde les questions du Proche-Orient. Bon, Pas écoutons. du tout en homme d'État responsable comme je l'entends ici ou là. Et écoutons ce qu'il dit sur CNN, et puis après, Philippe, les dernières minutes, comme vous avez écouté Bernard-Henri Lévy, au-delà des questions, vous pourrez peut-être produire une analyse de ce que nous nous sommes dit, parce que ça nous intéresse évidemment. Écoutez ce qu'il dit simplement sur les journalistes Donald Trump, cet échange qu'il a hier. Merci à nos pilotes surtout. Ils ont été très maltraités par CNN Fake News. Ils sont là, croyez-le ou non. Ils perdent leur temps, personne ne les regarde. Ils me font perdre mon temps. Ils nous font perdre du temps. Et le New York Times aussi a publié un article en disant « Bon, oui, peut-être ils ont été frappés, mais pas si fort. » Si, c'était très fort. On a réussi à arrêter la guerre. Quelqu'un a dit que les frappes étaient tellement dévastatrices que si on comparait Hiroshima et Nagasaki, eh bien là aussi, ça a arrêté la guerre. Nous, on a arrêté la guerre. C'était pas la même chose. On les a vraiment démolis. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a de faux rapports qui ont été publiés par le New York Times. Le New York Times s'effondre. C'est la catastrophe. Sans moi, le New York Times ne vendrait pas de journaux. Fake news CNN. Ce sont des gens complètement nuls.
Moi, quand j'ai commencé, il y avait une crédibilité de 94% des médias. Ils sont passés à 14%. Je suis très fier, parce que j'ai pu révéler leur vrai visage. Ils ont commencé à remettre en question l'ampleur de l'attaque. Évidemment que c'est vulgaire, grossier, mais il y a une réalité qu'il décrit, la défiance parfois des spectateurs, téléspectateurs, sur des médias où, je le répète, ils ont le sentiment qu'on leur dit comment penser. Et ça les insupporte. Mais moi, je trouve ça, ce qu'on vient d'entendre là, je trouve ça pitoyable. Qu'un président, le président de la première puissance mondiale, de la plus grande démocratie du monde, nous entretiennent de ces codes de popularité ou de, je ne sais pas, j'ai même pas compris ce qu'il a dit, les 94%, les 14%, je trouve ça misérable. Et c'est pas une hauteur de vue qu'on aimerait, je suis d'accord avec vous. C'est pas Ronald Reagan, oui. c'est pas John Fitzgerald Kennedy, oui, c'est pas, voilà, il y a quelque chose d'enfantin, lui qui parlait de cours d'école sur un sujet autrement plus grave, là il y a un côté cours d'école dans ce règlement de compte en direct. Je suis avec d'accord. Ben, vous êtes d'accord, donc c'est insupportable. La société aujourd'hui est insupportable. Mais vous avez un président de la République, par exemple, Emmanuel. Dites-moi que vous avez trouvé le président de France insupportable. C'est insupportable. Voilà. Ce qu'il dit est insupportable. Voilà. Mais d'un autre côté, Emmanuel Macron parle avec courtoisie, il parle avec intelligence, c'est déjà pas il parle avec hauteur de vue, mais le bilan n'est pas bon. Mais attendez, la courtoisie, l'intelligence et la hauteur de vue. Mais je suis d'accord. Chez un président de la République. Mais bien sûr. Des vertus. C'est des grandes vertus. Mais c'est une grande vertu. Bon. Richard Millet, qu'est-ce que vous inspire notre conversation ? En gros, je suis d'accord avec ce que vous dites et vous pourriez faire un film Israël-Iran, notre guerre aussi. Là, je suis tout à fait d'accord. Non, la seule chose sur laquelle je m'interroge, c'est la question de la grandeur, avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Il se trouve que ma famille maternelle a été protégée par Malraux pendant les exactions qu'a eu la résistance peu importe. On a d'un côté un refus de MAGA, le slogan de Trump, qui est excessif, qui est populiste. Et en France, on a aussi cette critique, disons, de l'idée de grandeur, au fond, de la verticalité. Donc, j'ai un peu l'impression que nous sommes désespérés. Nous sommes dans une situation désespérante, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, moi, je ne suis pas désespéré. Et croyez-moi, mais vous connaissez un peu cela, je crois. Quand je me trouve avec mes camarades ukrainiens, quand je me trouve à Pokrovsk ou à Soumy, dans le film que j'espère vous verrez, service public, programmé par Madame Delphine Ernotte, dimanche soir à 21h. Notre amie. Notre guerre, en tout cas, et mon ami. Oui, Delphine Ernotte, mon ami, et notre guerre. Et la mienne aussi. Mon film. Alors, c'est parfait. Eh ben, je vous assure qu'on n'est pas désespéré. Quand on voit ces hommes-là, quand on voit cette jeune commandante de 22 ans, qui était à Paris d'ailleurs, et qui est à Paris, vous devriez l'inviter, est à Paris pour un jour ou deux, 22 ans, commandante d'une unité de drone, poétesse dans le civil, et qui va au combat avec une bravoure absolument insensée, on n'est pas désespéré. Ça, c'est la force de votre film. Philippe Bilger, parce qu'après... Je voulais vous demander, Bernard-Henri Lévy, lorsque vous dites que vous regrettez que l'Occident n'ait pas compris l'importance de la force, pourquoi, à votre avis, en Occident et peut-être même en France, confondons humanisme et faiblesse ? C'est un vieux débat, ça. C'est le débat qu'avait d'ailleurs en 1938, je crois, Léon Blum avec, il me semble, Daniel Halévy, à propos de l'intervention en Espagne. Je suis pas sûr que ce soit Daniel Halévy, mais en tout cas, c'était ces arguments-là. Il y avait des gens qui pensaient que l'avenir du monde se jouait dans l'Espagne républicaine, et Léon Blum pensait que la démocratie se confondait avec la faiblesse. Et il était non interventionniste, contre par exemple Pierre Cotte, qui était son ministre de l'air, qui lui voulait envoyer des avions en Espagne. Ben là, c'est pareil. Il y a des moments où la démocratie, c'est ça. La grandeur de la démocratie, c'est qu'elle n'aime pas la guerre. Mais la faiblesse de la démocratie, c'est que quand la guerre est nécessaire, elle ne sait plus la faire. Eh oui. Voilà. Oui. Et ça, c'est Emmanuel Macron. Mais en Ukraine, pardonnez-moi. Oui. Les armes ukrainiennes que j'ai vues, que j'ai filmées, les canons César que vous évoquiez tout à l'heure, c'est des armes françaises, livrées par la France. 10h30, mais on terminera avec Sabrina. J'espère qu'il nous restera 2-3 minutes. Oui, et si on peut prendre 2-3 minutes, bien sûr, si on peut prendre 2-3 minutes à Jean-Marc Morandini, ça nous arrangerait. Je demande à la régie. Somaya Labidi.
2 morts et 17 blessés, dont un grave après le passage de violents orages sur l'Hexagone hier. 2500 interventions de pompiers et 100 000 foyers toujours privés d'électricité, principalement dans la partie centrale du pays. Le principal d'un collège de Gironde porte plainte suite à une agression de la part d'une élève. Après lui avoir confisqué son téléphone jeudi dernier, la collégienne lui a déchiré sa chemise puis l'a menacé de le pousser dans les escaliers. Et puis après l'échec du conclave sur les retraites, François Bayrou s'exprimera lors d'une conférence de presse cet après-midi à 17h pour, je cite, tirer les conclusions de ces derniers échanges avec les partenaires sociaux. Sous la menace d'une motion de censure, le Premier ministre entend trancher lui-même les derniers points de désaccord. Notre guerre, merci Somaya, c'est à 21h, c'est dimanche, chez notre amie Delphine Ernotte de France Télévisions. Vous avez vu des images qui illustraient bien sûr notre conversation. Mais on n'a pas passé un extrait. Donc je propose de voir un extrait avec, effectivement, d'abord, je trouve que c'est remarquablement écrit, toujours, les films que vous produisez, et c'est remarquablement bien dit également, parce qu'il y a à la fois une solidité, une émotion, et quelque chose de tout à fait remarquable. Voyons cet extrait. Что по небу? Все ок? Только недавно говорили, что літаєте, що задав кадр там. Пан Бернар. Це людина, яка зняла, дуже допомагає Україні з 2014 року. Вчора він зустрічався, це його зустріч вчора. Сьогодні він у вас. І що буде далі, якщо переможе Трамп, йде наші снаряди, так? Et puis, branle-bas de combat. Юра, проведеш? L'opération, tout près de la ligne 0, une position russe pilonnant la zone depuis le matin et qu'il fallait neutraliser, durera 30 minutes. Sabrina Medjeber. Alors, Monsieur Lévy, j'avais une question à vous poser, mais Pascal a finalement répondu à la question. C'était au sujet du souverainisme et de l'alignement de la position de la France, que vous dites, et à juste titre d'ailleurs, historique. Mais ne croyez-vous pas qu'il y a aussi, le prisme de la rue arabe, des sinistres hurlements de la rue arabe qui s'est, elle, galvanisée par un poids démographique lié à une immigration qui aujourd'hui structure davantage un palestinisme plutôt qu'un patriotisme français? Vous savez, là, sur ce que vous appelez le palestinisme, il y a la rue arabe et il y a hélas de plus en plus souvent la rue occidentale aussi, et qui crie aussi fort que la rue arabe. Les manifestations à Sciences Po, par exemple, les cortèges pro-palestiniens, les manifestations organisées par la France insoumise, c'est pas la rue arabe. C'est aussi malheureusement la rue. Oui, mais ils sont liés. C'est-à-dire qu'ils vont recruter la rue arabe. Mais la je France pense insoumise. Que vous faites trop d'honneur. Je pense que vous êtes trop gentil avec Mélenchon et que vous lui faites trop d'honneur. Là, vous avez tout à fait raison. Bien sûr, il y a une part. Lorsque vous sous-entendez que c'est une manœuvre électorale et une opération de recrutement. Moi, je crois que c'est plus profond que ça. Quand j'écoute ces gens, Mélenchon et les siens, je ne crois pas que ça soit du machiavélisme politicien pour aller draguer quelques électeurs. Il y a quelque chose qui, malheureusement... Et il disait pas ça il y a 20 ans. Ah ben oui, mais les gens... Céline, dans Voyage au bout de la nuit, disait pas la même chose que dans Bagatelle pour un massacre. Oui, mais Céline Rue de la Rochelle, dans la bataille de Charleroi, il disait pas la même chose que dans Genève ou Moscou. Là, il y a un mobile, si j'ose dire, c'est de recruter des électeurs. Il y a des évolutions idéologiques. Quand Mélenchon dit de Rima Hassan, après ces 24 heures, que c'est le retour de Victor Hugo à Guernesey, il ne cherche pas à flatter la rue arabe. Je crois vraiment qu'il dit quelque chose qu'il pense très profondément et qui témoigne d'une évolution idéologique. Mais la droite et la gauche française sont coutumières de grandes évolutions de ce genre. En l'occurrence, la gauche, vous avez eu une gauche antisémite à l'époque de Jules Guesde, au début du mouvement ouvrier.
On a cru que cette tradition antisémite avait été terrassée par le grand Jean Jaurès et par le grand Léon Blum. Ben non, elle a toujours été là, souterraine, et elle est en train de nous revenir dans la... Vous avez un pronostic pour 2027 ? Pardon ? Vous avez un pronostic pour 2027 ? Vous avez une intuition sur la société française ? Non. Vous savez, j'ai une intuition sur la guerre en Ukraine, ça oui. Je pense que les Ukrainiens vont la gagner, et qu'ils vont la gagner militairement, et qu'il n'y aura pas ces histoires de négociations à la Trump et de... Et vous ne croyez pas à la négociation ? Voilà. Et je crois à la négociation quand on a affaire à des gens qui veulent vraiment négocier. Mais quand vous avez affaire à des brutes, comme Poutine ou comme les Iraniens, quand vous avez affaire à des gens qui n'en ont rien à foutre de mourir, qui n'ont rien à foutre d'envoyer leur peuple à la mort, de les transformer en chair à canon, comme Poutine et comme les ayatollahs iraniens, qu'est-ce que vous voulez négocier ? On négocie entre gens. Clausewitzisme élémentaire, on ne négocie qu'avec des acteurs vraiment rationnels et qui partagent votre rationalité. Dans le cas de la guerre en Russie, pardon, mais moi j'ai débriefé, j'ai interviewé pour mon film des prisonniers russes. J'ai vu, je sais la façon dont ils sont traités, je sais l'état d'abrutissement dans lequel ils ont été plongés. Ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas la guerre qu'ils mènent, ils savent pas pourquoi ils combattent. Voilà. Merci. Vous les négocier avec cet état-major-là, cette armée-là. Merci en tout cas. C'est donc dimanche sur France Télévisions. Vous étiez venu également pour nous présenter Nuit Blanche. Ça avait été intéressant parce qu'il est possible que ce livre ait changé. Les gens vous voient peut-être d'une manière différente. Je sais pas ce qu'ils vous disent dans la rue. Vous n'allez jamais dans les salons du livre. Les lecteurs, vous les croisez au hasard, sans doute. Oui. Non, je ne vais pas dans les salons. Non. Bon, donc depuis bien longtemps. Bon, mais j'ai sûrement tort. Donc les lecteurs, vous savez ce qu'ils disent, s'ils vous écrivent, sans doute, ou si vous les croisez comme ça. Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, il y a un peu de gens qui m'aiment bien, oui. Oui, j'en suis sûr. et surtout peut-être que ceux qui vous aiment bien vous découvrent tel qu'ils n'imaginaient pas que vous soyez. Forcément, il y a peut-être quelque chose de plus léger et de plus drôle aussi, qui n'est pas évident lorsqu'on parle de sujets si sérieux depuis quand on parle de choses graves. Mais je suis bien d'accord avec vous. On parlera de choses vraiment drôles. Mais et là, on rigolera. Mais je suis d'accord. Et dans Nuit Blanche, on avait ri sur les 17. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous parle de... Et bon, vous n'avez pas dormi cette nuit ? Très peu, en m'abrutissant. Vous avez pris on a pu le constater peut-être. Non, pas du tout. C'est ça qui est sidérant, c'est que... C'est abominable. Moi, je pense souvent, vous savez que je pense souvent à vous, moi, à 23h02, quand je rentre dans mon lit. Mais alors, à 23h03, je pense déjà plus à vous. Oui. Parce que là, je suis parti dans... Vous m'avez dit que vous n'aviez pas dormi. Le lendemain. Voilà. Et vous m'en avez voulu. À 2h30. Vous m'avez dit, je vous en veux. Je le reçois, le lendemain, je dormais. J'ai jamais fait d'insomnie de ma vie. À 2h30, je dormais pas. Donc, je dis, c'est de la faute de Bernard-Henri Lévy. Bon, merci en tout cas. Merci. Et puis, merci. Et effectivement, le monde va mal, comme dit l'autre. Et il nous inquiète fortement par les acteurs aujourd'hui. Évidemment, Poutine, Trump, ce ne sont pas des acteurs qui sont de nature à nous rassurer. Mathieu Sébil-Prola était à la réalisation, Mathieu Casse était à la vision. Merci à Jeff Couvlar qui était au son, Marine Lançon, Léopold de Biessy. Bonne journée à tous. Jean-Marc Moronini dans une seconde. Rendez-vous ce soir.